Bonjour à tous et bienvenue dans La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé. Ils sont déjà morts de rire, ça promet. Il n'y aura pas de quiz aujourd'hui, je vous préviens. Vous n'avez pas été sage. Ah ben je m'en vais moi. Vous êtes déchaîné. Oui, je sais, Dr Firop, vous venez que pour le quiz. Mais on a plein de questions pour vous. Alors restez avec nous. D'ailleurs, si vous voulez nous écrire, c'est maquestion@lasantésurtout.com. Et pour vous répondre, ils sont parmi nous nos spécialistes. Le Dr Thierry Firop qui a retrouvé sa place, comme vous pouvez le constater. Bonjour Jessica. Bonjour Dr Firop, médecin urgentiste à l'hôpital Foch. Le Dr Romain Deblic est toujours parmi nous, chirurgien vasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Le Dr Olivier Jacques Bocry, médecin généraliste à La Défense. Bonjour Jessica. Ravi de vous retrouver. Et alors là, attention, pic d'audience énorme, vous l'attendez depuis des mois. Il est enfin parmi nous. Notre dermatologue, magnifique. On est tellement content de vous avoir, docteur Pierre Amann. Le dermatologue. Non mais c'est génial. Je ne savais même pas que ça existait, un dermatologue sympa, jeune. Il y en a plein qui sont sympas. Il y en a plein, c'est vrai. Jeunes. Mais on n'en trouve plus. Ils sont où? Ah voilà, c'est ça. Jeune et sympa en dermatologie, on a ça. un petit problème sur la pyramide des âges. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut faire des petits, On aimerait bien en former plus, mais pour l'instant, on n'en forme pas plus. Et pourtant, on va en parler, c'est une spécialité qui est juste passionnante, quoi. Vous êtes vraiment passionné par votre métier et c'est génial. Donc, vous êtes dermatologue, on l'a bien compris, et chef de service de dermatologie au CHU du Kremlin 17. On va avoir plein de questions pour vous. Le docteur Firop, ça y est, ça commence. Il a déjà une question. La mienne aussi. Oui. On va donc parler ensemble des urgences du quotidien, des maladies de la peau, de nos artères, du moustique tigre, des crampes nocturnes, ce sera sans doute avec vous, et de bien d'autres choses. On attend donc vos questions. Mais d'abord, on commence avec vous, docteur Firop. Monica, 48 ans, de Chamonix. Mon mari saigne du nez depuis 30 minutes et ça ne s'arrête pas. Comme il est sous anticoagulant, qu'est-ce que je dois faire et est-ce que l'altitude, ça joue? Il y a peu de chances que vous y arriviez sous anticoagulant. Mais donc c'est l'altitude qui a déclenché Ils habitent à Chamonix en permanence, donc j'imagine qu'ils n'ont pas de grosses variations d'altitude en permanence dans leur narine, ils ont l'habitude de l'altitude. Si moi je vais au ski, potentiellement je vais avoir plus de risques de saigner du nez. Les anticoagulants sont un facteur favorisant, une inflammation, une rhinite sont un facteur favorisant, mais il ne faut pas rester après 30 minutes de saignement de nez sous anticoagulant sans aller aux urgences. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, tant pis, n'attendez pas la fin de l'émission, vous foncez. Pour peu que vous soyez dans la redescente des touristes, en plus, ça peut prendre un petit moment. Alors, docteur Pierre Amann, dermatologue, une question de Charlie, 45 ans, Saint-Cloud. J'ai plein de grains de beauté partout. Dois-je les montrer tous les ans? Alors, il faut déjà commencer par un adage, c'est que le dépistage en dermatologie, c'est pas automatique, comme les antibiotiques. Très bien. Et on a effectivement souvent beaucoup de patients qui viennent nous voir en nous disant en fait, il faut que je monte mes grains de beauté tous les ans, c'est normal. En réalité, pas du tout. Le dépistage de masse de la population, il n'est pas du tout indiqué et il n'est pas du tout efficient. C'est-à-dire qu'on va réserver en fait ce dépistage sur des patients qui ont des facteurs de risque bien précis, par exemple des phototypes 1-2 qui correspondent à des phototypes très clairs, c'est-à-dire j'ai les cheveux roux ou j'ai les cheveux blonds, la peau claire, les yeux bleus. Ça, c'est des patients qui vont avoir plus de risques et qui, du coup, doivent se faire plus souvent dépister que la population générale. Ou d'autres facteurs de risque, comme j'ai utilisé des cabines UV dans ma vie, ou j'ai eu des coups de soleil extrêmement intenses, notamment dans l'enfance avant 15 ans, où j'ai énormément de grains de beauté. Et souvent, les gens pensent qu'ils ont beaucoup de grains de beauté, alors que nous, on va partir du principe qu'au-delà de 50, ça commence à être un des facteurs de risque de cancer cutané. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces facteurs de risque qui doivent vous amener à consulter pour un dépistage. Et après, c'est votre dermatologue qui va vous dire, voilà votre rythme de surveillance. Est-ce que je dois être surveillé tous les ans, tous les 3 à 5 ans, tous les 5 à 10 ans? Voilà. Et après, j'imagine que si on a un doute sur un grain de beauté qui évolue, qui change de couleur, là, pour le coup, on va consulter. Là, c'est effectivement très important. Nous, on veut sensibiliser la population justement à l'autodépistage. Effectivement, une lésion pigmentée, donc brun-noir, qui va apparaître, puisque c'est souvent de novo. Et si elle se modifie dans un espace-temps assez restreint, c'est-à-dire 3 à 6 mois, là, effectivement, vous prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste d'abord, parce qu'accéder à un dermatologue, c'est compliqué, et votre médecin généraliste va pouvoir vous orienter assez rapidement vers son confrère dermatologue. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse.
Docteur Romain Debic, Ludo, 46 ans de Tourcoing, qui vous dit « On entend souvent parler de stent. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?» Alors, pour répondre à la question de Ludo, un stent, cela correspond à un petit ressort métallique qu'on va mettre dans une artère afin de garder son diamètre ouvert. En gros, il faut savoir que la maladie des artères, c'est ce qu'on appelle l'athérome. Donc l'athérome, c'est le dépôt de cholestérol, de graisse, de calcaire au niveau des artères. Des plaques ? Des plaques, exactement, les plaques d'athérome. Et ces plaques d'athérome, en fait, elles vont diminuer l'intérieur du vaisseau. Donc ça va obstruer l'intérieur du vaisseau et donc le sang, il va pas bien passer à travers ce vaisseau qu'est l'artère. D'accord ? Donc le sang, il va mal aller au niveau du cerveau, le sang, il va mal aller au niveau des artères du cœur, que sont les artères coronaires, par exemple, ou bien au niveau des artères des jambes. Et on va utiliser des stents pour maintenir l'espace ouvert. En gros, le chirurgien ou le radiologue ou le cardiologue, pendant l'intervention, il va passer à travers les artères, à travers un introducteur et un cathéter. Il va aller sur le lieu où il y a ce rétrécissement, il va le dilater, et après, pour éviter que ça se rebouche, et pour laisser la paroi bien ouverte, il va mettre ce petit ressort qu'on appelle un stent, et qui va rester chez le patient. Voilà. Mais ça rouille pas ? Ça rouille pas, ça rouille pas. Ils ont pensé à Ça tout. rouille pas. Et il reste toute la vie du patient. Il reste toute la vie du patient. Il sonne pas au portique à l'aéroport. Les stents maintenant, il n'y a pas de problème pour passer une IRM ou autre. On peut vivre normalement avec un stent. On vit parfaitement normalement avec un stent et on surveille ce stent parce que ce stent, il peut malheureusement se boucher assez fréquemment quand même. Donc il faut surveiller ces stents qu'on a au niveau des artères du corps. Est-ce qu'il est fréquent ou de temps en temps qu'on observe une resténose au bord du stent ? C'est assez fréquent. Assez fréquent. Après, ça dépend où il a été mis, au niveau du cœur, au niveau des artères de jambes ou autres. Ça dépend du type de stent, ça dépend du patient, des traitements associés, et beaucoup de facteurs. Mais c'est très fréquent d'avoir des resténoses parce qu'on met au final dans l'artère du patient un matériel étranger qui va créer une inflammation locale et qui va être amené un petit peu à se boucher à un moment donné, quoi. Merci. Allez, on enchaîne avec une question pour vous, docteur Olivier Jacques Bocry, Nicolas, 46 ans de Lille. J'ai l'impression que les moustiques sont de retour. Faut-il avoir peur du moustique tigre ? Le moustique tigre, on entend beaucoup parler, c'est un motif assez fréquent de consultation. En avoir peur, peut-être pas en avoir peur, il faut juste être vigilant. Qu'est-ce qu'on risque si on se fait piquer ? Alors le risque déjà, le risque il est réel, mais surtout il est rare, surtout sous nos contrées. Donc il y a une surveillance qui existe. Alors ce sont des moustiques qui transmettent des maladies comme Zika, comme chikungunya. Ce moustique il doit piquer un individu malade avant de retourner et piquer quelqu'un. Donc c'est quand même assez rare. En termes de risque, on risque d'avoir les symptômes de cette maladie, à savoir des douleurs articulaires, des rougeurs, des rages cutanées, des fièvres. Mais rappelons surtout que c'est rare. Voilà. C'est pas quelque chose. Donc, il faut juste être vigilant et savoir se protéger. Justement, comment on peut éviter de se faire envahir par ces moustiques et ces moustiques tigres notamment? Il y a des petites choses à faire, à savoir? Alors déjà, il y a les protections mécaniques. Voilà, les vêtements. On peut être effectivement, quand on commence à atteindre les 10-12 degrés de température au printemps, sachant qu'un moustique, ça met 7, 8, 10 jours à naître, donc on sent bien que la population elle se régénère très rapidement. Eh bien, on peut commencer à mettre des moustiquaires, on peut commencer à mettre des vêtements qui sont un peu protecteurs, notamment au niveau du cou, toutes ces parties qui peuvent être soumises à des piqûres. Ensuite, il faut surtout se rendre compte que c'est les eaux stagnantes qui sont des vrais problèmes. Oui. Même un dé à coudre avec de l'eau dedans, ça suffit, où de l'eau en fait. stagne, ça suffit. Alors, mais ça oui, peut être un seau d'enfant, ça peut être les une gamelles gouttière, de chat, de chien. Les gamelles de chien, effectivement, un pot pour une plante. Toutes les eaux stagnantes sont des biotopes parfaits pour la multiplication de ce moustique. Et puis on a été quand même envahi par les moustiques l'été dernier, pas spécialement un moustique tigre, mais vraiment on avait des moustiques, c'était impossible de rester dehors. Donc quand c'est comme ça, il faut aussi peut-être tout simplement en parler à son maire, à sa municipalité, parce qu'ils peuvent aussi agir quand il y en a énormément. Mais comme on dit, il ne faut pas flipper, il ne faut pas psychoter effectivement sur ce moustique. Ça reste quelque chose qui a été surmédiatisé, mais effectivement, les cas sont assez rares.
Merci beaucoup, docteur Bocry. Et encore une question pour vous, Pierre Amann. On ne va pas vous lâcher, hein, vous allez voir. Vous allez avoir plein de questions. On a des boutons avec les moustiques. C'est ça, c'est ça. nous gratte, là. C'est ça, faut éviter de se gratter, j'imagine, quand on est piqué comme ça par tous ces moustiques. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, ouais. Mais on peut avoir effectivement des anti-inflammatoires locaux qui peuvent un peu aider pour passer le cap. Espérons. On vous nous donnez beaucoup d'espoir en tout cas. Allez, une autre question très sérieuse pour vous. Mon dermatologue m'a diagnostiqué un psoriasis, mais on m'a dit qu'on n'en guérissait pas. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ? Alors, effectivement, c'est vrai. La plupart du temps, on a en dermatologie des maladies qu'on appelle chroniques, inflammatoires. Et effectivement, il y a vraiment le mot chronique dedans, c'est qu'on va avoir une maladie qui se déclare à un certain âge et qui va effectivement invalider la vie du patient, entre guillemets, tout au long de sa vie. Alors, il y a des phases de rémission, il y a effectivement des phases où la maladie s'éteint, ça c'est possible, mais quand on développe une maladie chronique inflammatoire comme l'eczéma, enfin la dermatite atopique, le psoriasis, la maladie de Verneuil, on va être embêté tout au long de sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a un gros fardeau, notamment sur la qualité de vie de nos patients. Après, il faut quand même donner un message d'espoir, c'est qu'on a eu quand même beaucoup d'innovations thérapeutiques en dermatologie ces 10 dernières années et que maintenant on a des médicaments qui marchent très très bien. Et ça, ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Et donc désormais, même si on a une maladie chronique inflammatoire, on est capable de faire en sorte que cette maladie soit invisible pour le patient, ça c'est notre objectif, faire en sorte qu'il n'ait plus de lésions et il soit plus gêné dans sa vie de tous les jours et qu'il n'ait plus autant ce fardeau à porter, que ce soit un fardeau social, parce que c'est des maladies qui parfois sont très affichantes, ou tout simplement des problèmes pour dormir, pour s'habiller, etc. Donc vraiment qui impactent vraiment toute la qualité de vie des malades, même au sein de leur travail. Et ça donne de bons résultats, c'est bien toléré ? Il y a une très bonne tolérance. Alors bien sûr, il faut en parler avec son médecin des effets secondaires potentiels, parce que tout médicament comporte des effets secondaires, mais c'est des médicaments qui sont très bien tolérés et qui changent la vie des patients. Et ça, on ne l'avait pas effectivement en dermatologie il y a quelques années. Donc on a des patients qui ont perdu espoir et il faut leur redonner espoir en leur disant qu'il y a probablement une solution à leurs problèmes de Oui, ça a vraiment évolué ces dernières années. Docteur Deblic, c'est à vous de jouer. Louis, 67 ans, de Sens. Qu'est-ce qu'une sténose de la carotide et en quoi ça peut être dangereux ? Alors, une sténose de la carotide, c'est un rétrécissement de l'artère carotide au niveau de sa bifurcation. Parce qu'il faut savoir que l'artère carotide, au niveau du cou, elle va se diviser en deux. Une qu'on appelle l'artère carotide interne, qui va partir au niveau du cerveau et ramener du sang au niveau du cerveau, et la carotide externe, qui va aller vasculariser la face. Et quand on a donc cette fameuse plaque d'athérome dont on parlait tout à l'heure, qui se situe au niveau donc, de la bifurcation de la carotide, eh ben, elle peut obstruer l'intérieur de ce vaisseau. Et donc ça va diminuer l'apport de sang au niveau du cerveau, et ça peut créer un AVC. Ah oui, ça peut être très grave alors. Donc ça peut être très très grave. Le deuxième mécanisme, c'est par exemple un petit morceau de cette plaque qui va aller se détacher, une plaque qui est un petit peu instable, et un petit morceau de cette plaque va se détacher et va aller partir et emboliser au niveau du cerveau et créer un AVC. Donc c'est pour ça que ce qui est très important chez tous les patients qui sont à risque avec des facteurs de risque cardiovasculaire, donc ce qu'on disait, l'hypertension, le tabac, le surpoids, la sédentarité et tout ça, il faut dépister ces plaques au niveau des carotides. De quelle façon ? Alors, on le dépiste tout simplement en réalisant des écho-Doppler, des échographies Doppler des artères à destinée cervicale. Et ça, c'est pour tous les patients qui sont, par exemple, coronariens, qui ont déjà fait des infarctus, les patients qui ont des douleurs dans les jambes, comment ils marchent. Et on va servir de cet examen pour dépister et prévenir donc, le risque d'AVC. Donc, chez un patient qui aura une sténose de la carotide, soit on va simplement la surveiller, donc donner des traitements médicaux, la surveiller dans un premier temps, et si on voit que cette sténose, elle évolue, donc avec un degré de sténose qui augmente, qui dépasse les 70-80%, alors là, il y a un risque de faire un AVC, et dans ce cas, on peut proposer à ce patient de réaliser une chirurgie de cette carotide. Et pourquoi, quand c'est bouché complètement, on ne peut plus les opérer ? Alors, très bonne question. C'est vrai que le cerveau, il y a différents axes qui arrivent au cerveau. Il y a les artères carotides et les artères vertébrales. Ouais. Et c'est vrai que de temps en temps, ce qu'on voit, il y a des artères carotides internes qui vont être complètement occluses.
Et en fait, la vascularisation du cerveau, elle va être prise en partie par l'autre côté et aussi par les autres artères à destinée cérébrale. Donc il y a des patients qui vont arriver avec des artères complètement occluses, et c'est assez étonnant, complètement asymptomatiques. Mais il y a aussi pour en voir de temps en temps aux urgences, des AVC réels sur une thrombose carotidienne, et l'indication chirurgicale, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors après ça dépend du mécanisme, mais c'est vrai que lorsque c'est des occlusions très étendues, où on arrive un petit peu parfois après la bataille, c'est très difficile d'aller les retirer chirurgicalement. Donc ce qu'on fait souvent, ça va être plutôt les neurologues radiovasculaires, les neurovasculaires, qui vont aller essayer d'aller ce qu'on appelle thrombectomiser, thromboliser, ou mettre un petit peu de produit dans la carotide pour liser et pour récupérer le cerveau. Une question pour vous maintenant, docteur Firob. Carla, 26 ans, de Trappes. Ma sœur vient d'être opérée en urgence d'une grossesse extra-utérine. Qu'est-ce que c'est ? Une grossesse extra-utérine, c'est, comme son nom l'indique assez facilement, c'est une grossesse qui se développe à l'extérieur de l'utérus. C'est dangereux, c'est très dangereux. Ça peut donner des hémorragies internes par usure des artères, par attaque des artères utérines, par la fixation de la grossesse dans le ventre, et ça donne des hémorragies qui peuvent tuer une femme en quelques minutes. Donc les symptômes, c'est quoi ? Les symptômes, c'est une douleur pelvienne, c'est un retard de règles, c'est toute douleur pelvienne chez une femme en âge de procréer aux urgences, c'est ce qu'on nous dit, est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Donc quand vous êtes en âge de procréer et que vous avez une douleur pelvienne, alors si vous venez d'avoir vos règles hier, non. Mais si vous avez eu vos règles il y a 5 semaines et que vous demandez bien pourquoi vous avez votre retard de règles et que vous avez une douleur pelvienne, il faut vous précipiter aux urgences. Ça reste mortel. Ok, donc il faut agir vite et ne pas avoir peur d'aller aux urgences pour rien. Pour rien. Dans le doute, même on y va. Il faut y aller, et même dans le doute, on y va. J'en ai une en mémoire qu'on a sauvée parce qu'on était à 20 mètres du bloc et qu'elle est passée de 14 de tension à 0 de tension en 5 minutes. Donc, Ah oui, ça montre bien l'urgence, effectivement, de... Elle est très rapidement engagée. Très rapidement engagée. Très, très rapidement. Ok, bon bah là, il faut vraiment bien retenir. Donc ils ont bien fait d'opérer votre sœur. Oui, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Très bien. J'ai des crampes très douloureuses la nuit. Est-ce que je dois m'inquiéter ? Qui dois-je consulter ? C'est une question de Lou, 32 ans, Versailles. Elle est pour vous, docteur Bocry. Eh bien, bonjour Lou. Alors, les crampes, c'est un motif, là encore, extrêmement fréquent qu'on retrouve en médecine générale. Dans l'immense majorité des cas, c'est quand même des choses bénignes. Alors, évidemment, il faut éliminer toujours pareil. D'abord, on pense aux choses graves, et ensuite, on peut respirer. Comme ça pose. Ça peut être quoi ? Ça peut être quoi les trucs graves ? Les trucs graves, ça peut être une phlébite, ça peut être des choses comme ça. Mais une crampe au mollet qui serre d'un coup et qui fait mal, effectivement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ai vu un patient qui se présentait avec ce genre de choses. Mais après 40 ans, on a souvent des gens qui ont fait du sport assez intensif le soir même, qui n'ont pas assez bu, qui ont consommé de l'alcool ou beaucoup de café, ou qui ont des petits troubles hydroélectriques. Tout ça, c'est des choses qui sont des causes de crampes nocturnes, mais qui sont globalement plutôt bénignes, qui passent assez facilement. Et il y a des petits moyens pour les faire passer. On peut étirer un petit peu, masser un petit peu le mollet, mettre un peu de chaleur sur le mollet, parce que c'est souvent quand même au mollet que ça se situe. Et en général, ça passe assez vite. Okay. Voilà. Si c'est les 2 jambes, forcément, c'est moins inquiétant que si c'est qu'une. Pas forcément, mais... On ne peut pas faire une double phlébite quand même. Effectivement, ça peut être plus rassurant, mais à la fois, il y a aussi des maladies qui sont des maladies graves, qui peuvent entraîner des crampes. On peut penser aux neuropathies, neuropathies diabétiques, les neuropathies périphériques, les neuropathies liées à l'alcool. Notamment, on peut penser aux médicaments, comme les statines, par exemple, ou certains antihypertenseurs qui provoquent des crampes le soir chez les patients. On peut penser à des maladies comme la sclérose latérale amyotrophique. Il y a tout un cortège de médicaments et de situations cliniques qui doivent alerter. Donc, une crampe, certes, c'est bénin, mais ça doit quand même jamais retarder d'en parler à son médecin pour éventuellement faire un écho-doppler et ce genre de choses, et explorer en tout cas. Dans le doute, qu'une prise de sang, dans le doute, on en parle.
Et voilà. Et après, on fait la part des choses sur le grave et le pas grave. J'espère que tous les hypochondriaques comme moi d'ailleurs qui nous suivent ne vont pas faire des cauchemars à cause de vous et à cause de moi. La sclérose latérale amyotrophique, personne n'en vit. Hein. Personne n'en vit, c'est le Personne diagnostic. n'en vit. Voilà, donc encore une fois, c'est... Il faut prendre ça au sérieux quand même. Il faut prendre ça au sérieux. Mais en fait, il faut Ouais. tout prendre au sérieux et après, c'est les discussions avec son praticien qu'on lève un petit peu, un peu de légèreté sur les choses. Mais il faut, par défaut, il faut tout prendre. Il ne s'agit pas d'être hypochondriaque, mais il faut s'alerter. Non mais docteur Bocry, vous êtes tellement sympa. Permettez-moi de donner votre 06, 06, 07. On va avoir plein de questions à vous poser cette nuit. Vous êtes dispo cette nuit, ça vous dérange Tout à pas fait. qu'on vous appelle? D'accord. Ah, vous avez eu peur, hein, docteur Firot. Vous vous êtes dit, tant que- ouf, c'est pas tombé sur moi. Tant que c'est pas le mien, C'est ça. tu peux donner le numéro de tout le monde, c'est pas de problème. Bon, rassurez-vous, docteur Aman, je ne vais pas donner le vôtre, parce que déjà que vous êtes archi sollicité, non mais c'est vrai, vous êtes devenu le meilleur ami de tout le monde en fait là. Ouais, je sais pas si c'est le meilleur ami, mais effectivement, je suis assez sollicité. Ouais. Ah ouais. Vos voisins, tout ça, vous dites à personne que vous êtes dermato. Non, Ça va être plus difficile maintenant pour passer non. incognito. Ouais, bah, dans un mariage, il y a plutôt intérêt à dire que vous faites une autre spécialité. Ouais. Ah ouais, Plus compliqué. c'est vraiment la folie. Bon, en tout cas, L'inspecteur des impôts, c'est bon. Ah bah c'est bon, là je suis pas embêté. ouais, là aussi, hein, on peut, Commissaire aux on comptes, peut tout ça, pas de se faire problème. des amis quand même en étant inspecteur des impôts. Ça peut dépanner. Bon, en tout cas, nous, on sait que vous êtes dermato, alors on en profite, hein, on est à fond. Il y a une question de Renaud, 30 ans de Montpellier. J'ai de la rosacée. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent l'augmenter? Alors oui, il y a des facteurs qui peuvent favoriser entre guillemets les crises de rosacée. Alors quand on parle de crise, c'est le côté un peu vasculaire de la rosacée, c'est-à-dire les flushs, les rougeurs. On a souvent le changement de température chaud-froid, donc changer d'environnement. Le fait de manger épicé ou de consommer des boissons chaudes. Ça, c'est, Les en boissons gros- chaudes, ça Ouais. donne de la rosacée? C'est Pas que ça seulement donne- l'alcool, alors. C'est pas que ça donne de la rosacée, mais quand vous avez une rosacée présente, ça peut effectivement favoriser les flushs qui y sont associés. D'accord. Et les contrariétés, le stress ça Alors, peut- il y a beaucoup de rapports entre neuropsychologie et la peau, puisque la peau est un organe qui est extrêmement innervé. C'est pas dans ces pathologies-là, notamment, qu'on revoit un peu ces facteurs stress, mais ça peut potentiellement y contribuer. Ouais. Le chocolat. Le chocolat, non, vous pouvez y aller, c'est pas un problème. Ah, ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Hein. Je sais. Une petite question pour les gens qui ont des taches rouges sur le visage. Comment ça se présente? Qu'est-ce qui fait la différence entre la rosacée, le psoriasis? Comment ça se présente les gens qui se disent tiens, j'ai des taches rouges, est-ce que c'est de la rosacée? Eh ben, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire des diagnostics comme ça tout seul. Alors, il y aura peut-être à un moment des aides, notamment sur de l'intelligence artificielle, un jour peut-être, mais actuellement, en tout cas, on n'a pas moyen d'avoir des algorithmes qui peuvent aider à la maison pour se dire j'ai une tache rouge, qu'est-ce que j'ai? Le meilleur moyen, c'est quand même de consulter en premier lieu son médecin généraliste et éventuellement, Qui orientera, c'est si le médecin généraliste n'est pas capable de répondre à la question Bien sûr. à ce moment-là de son patient, il orientera vers son confrère dermatologue. Toute la différence entre certaines pathologies du visage, en dermatologie, on a à peu près 1000 pathologies à connaître différentes qui peuvent avoir des expressions parfois sur le visage. Donc effectivement, on a quand même un large éventail de diagnostics à pouvoir poser et notre expertise, elle est basée là-dessus, hein, c'est de pouvoir essayer d'y répondre. Donc rien de pathognomonique en tout cas pour la rosacée. Alors pour la rosacée, si on veut parler de rosacée, il faut déjà qu'on sache dans quel type de rosacée on est. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rosacées qui vont seulement se présenter sous forme de rougeur, ça c'est la rosacée vasculaire. On va avoir des rosacées qui vont se présenter sous forme de ce que je vais appeler communément un bouton, comme tout le monde utilise ce C'est la terme. papulo, c'est Effectivement. ça? C'est la papulo-pustuleuse. Voilà. On peut avoir des toutes petites pustules au niveau du bouton. Et puis après, vous avez en plus ce qu'on appelle les télangiectasies. Donc ça, c'est le terme un peu scientifique pour dire que les vaisseaux éclatent un peu au niveau des joues. Et en fait, à chaque forme va correspondre un traitement. Donc sur la rosacée vasculaire, sur la rougeur, on va avoir effectivement plus avoir tendance à donner des crèmes sous forme de topiques, qui sont des antiparasitaires en crème pour lutter contre un petit parasite qui s'appelle le Demodex. Et puis quand on va être sur une rosacée qui est
un peu plus embêtantes avec effectivement des papulopustules, là on va avoir tendance à plutôt s'orienter vers des médicaments comme des antibiotiques. Il y a plein de nouveaux traitements aussi d'ailleurs dans la rosacée. Alors moins que dans nos maladies C'est vrai ? inflammatoires Ah oui ? chroniques, beaucoup moins. Sur nos dermatoses faciales, on a un peu de mal à trouver des choses. Et puis quand on va avoir surtout ces petits vaisseaux rouges là, qui restent en place, ça malheureusement, il faut que les patients comprennent qu'il n'y a pas de traitement miracle, que ce soit crème ou médicaments comprimés. Là pour le coup, ça va être vraiment un traitement physique par laser vasculaire qui va permettre de pouvoir gommer les choses. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent être séquentielles et qui ne vont pas utiliser le même arsenal thérapeutique. Et, au café du coin, il y en a plein. Des rhinophymas. Alors ça, mais c'est hyper important que vous me parliez de ça, c'est que on a souvent, et les patients ont un peu de gêne par rapport à ça, parce que effectivement sur le plan social, c'est compliqué quand on a une grosse rougeur qui est localisée notamment sur les joues, parfois le nez. Effectivement de se dire en fait celui-là c'est le pochetron du coin quoi. Ouais. Donc non, on essaye d'expliquer aux patients effectivement, et puis il y a des personnes qui ont une rosacée qui s'ignorent. Donc non, ouais, effectivement ça peut être compliqué à vivre. Et puis il y a des rosacées qui peuvent déformer un peu le visage, le nez. Ça aussi. c'est un stade assez rare de la rosacée qui s'appelle effectivement le rhinophyma, qui va concerner principalement les hommes, beaucoup plus que les femmes, et qui peuvent ne pas avoir de rapport avec les différentes phases d'avant de la rosacée. Donc ça, c'est une forme assez rare qui est extrêmement affichante et qui, là, pour le coup, se traite de manière très différente. Ça peut faire appel à de la chirurgie, à du laser CO2 qui va être ablatif et donc permettre de remodeler tout un nez. Mais il y a des choses qu'on peut proposer à ces stades-là. Ouais. Allez, avant de se quitter, 2-3 dernières questions hyper rapides, comme vous savez faire d'ailleurs, hein, docteur Deblic, rapide, efficace, concis, c'est vraiment votre spécialité. Allez, c'est Brigitte, 72 ans de La Rochelle, qui vous demande si on peut éviter une intervention chirurgicale vasculaire grâce aux médicaments et aussi à une bonne hygiène de vie. Alors, tout à fait. On peut éviter une intervention en prenant certains médicaments et avec une bonne hygiène de vie. Je vais prendre un exemple rapide pour être efficace. Par exemple, qu'on a ce qu'on appelle de l'artérite des membres inférieurs, ça va être des plaques d'athérome au niveau des artères des jambes, notamment les artères fémorales. Et la première chose à faire quand on a donc des douleurs, des crampes dans les mollets quand on marche dues à cette artérite, ça ne va pas être de sauter sur les stents et les pontages. Le premier temps, ça va être un traitement médical. On va introduire des médicaments qui vont fluidifier le sang pour permettre au sang de mieux passer dans les vaisseaux. Et aussi la marche, et ce qu'on appelle la rééducation vasculaire à la marche. Ça veut dire on va inciter les patients à marcher tous les jours, une trentaine de minutes. Et la marche va permettre aux autres vaisseaux de se développer et de pallier en fait l'occlusion du vaisseau initial. Donc en gros, la marche va permettre de développer ce qu'on appelle les collatérales, de façon à ramener plus de sang au niveau des jambes. Et si malgré ça, malgré les règles hygiéno-diététiques, alors bien sûr il faut arrêter de fumer, il faut que le diabète soit bien équilibré, que la tension soit bien équilibrée, mais si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, là on se posera la question de opérer le patient en mettant un stent ou en faisant un pontage ou autre. Donc la réponse est oui. Parfait, mission accomplie. On aurait pu t'arrêter là quand même. T'avais dit de faire court. Bravo. Non, c'est pas mal. Allez, docteur Bocry, Loïc, 39 ans, Dole. Je n'ai pas de médecin traitant, c'est le cas de beaucoup de gens. Je ne fais que des téléconsultations. Est-ce qu'il y a des soucis de santé pour lesquels il faudrait vraiment voir un médecin en présentiel ? Il y a beaucoup plus de situations pour lesquelles il faut voir un médecin en présentiel que de situations pour lesquelles on peut se contenter de la téléconsultation. Alors, ça peut être utilisé pour certaines pathologies aiguës bénignes, c'est une gastro-entérite ou un rhume, ce genre de choses. Mais il y a énormément de situations cliniques pour lesquelles il est évident que la téléconsultation ne peut pas être une solution, parce qu'on ne pourra jamais se passer d'un examen clinique, quoi qu'il arrive, hors les petites choses du quotidien. Mais même un renouvellement de traitement, quoi qu'il arrive, ça doit nécessiter de réévaluer. Alors, on ne peut pas être suivi en téléconsultation. Ça, c'est sûr, on ne peut pas être suivi. Et d'ailleurs, toutes les sociétés considèrent que toutes les 2 ou 3 téléconsultations, il faut voir son médecin pour réévaluer. On ne peut pas prendre la tension, on ne peut pas mesurer, écouter le cœur, etc. Certaines cabines en pharmacie peuvent le faire, mais ça reste l'exception. Et toutes les situations où il y a de la fièvre, où il y a des maux de tête,
où il y a des vertiges, enfin toutes ces situations-là, typiquement, c'est des choses qui doivent être vues et examinées de près. Et vaut mieux aller aux urgences plutôt que de faire une téléconsultation. Vaut mieux aller aux urgences. Mais le nombre de fois où nous avons des patients qui ont effectivement des céphalées, des vomissements, etc., on ne peut pas se permettre de dire effectivement restez chez vous, c'est le week-end. C'est délicat. Alors du coup, on envoie chez notre docteur Firob qui prendra soin de notre patient. On l'adresse même au docteur Firob. Oui. On Personnellement. directement au docteur Firob. Qui dira, mais il a fait quoi votre médecin? Voilà. Voilà, exactement. Et il aura probablement fait ce qu'il pouvait, dans les limites de ses moyens. Mais la téléconsultation, ça doit être... déjà, c'est à privilégier avec les patients qu'on connaît. Voilà, les patients... trop de gens viennent. La téléconsultation, c'est un progrès fabuleux. Mais comme tout progrès, il faut y mettre des gardes, des garde-fous. Et je pense que ça doit rester dans le cadre de la relation médecin-patient. Et toute consultation doit d'abord commencer par du présentiel et ensuite on peut suivre en visio. Mais indirectement, vous faites tous un peu de téléconsultation, non? Avec vos potes, avec votre belle-mère, votre cousine. Non, mais lui, il dit rien, personne. Vous, docteur Hamann, on vous envoie pas des photos la téléconsultation du corps? Si, ça on le fait, mais dans le cadre de la téléconsultation en dermatologie, c'est pas du tout adapté parce que nous, on a besoin de voir, on a besoin d'examiner, on a besoin de toucher le malade, de le palper. Il y a toutes ces informations-là qu'on n'aura pas en téléconsultation. Ce qu'on va faire beaucoup, par contre, en dermatologie, c'est de la téléexpertise. C'est effectivement quand on a un de nos collègues médecins, notamment nos collègues médecins généralistes, qui vont, eux, prendre effectivement des photos correctement faites de leurs patients pour nous les transmettre, pour avoir un avis dermato rapide. Et ça, effectivement, la dermatologie le fait énormément. Dites pas ça au docteur Firob, il va vous harceler, attention. Mais ça, on est en train de mettre en place tous les réseaux de téléexpertise. Mais la téléconsultation en elle-même, en dermatologie, c'est compliqué, la caméra n'est pas bien mise. Il faut qu'elle soit aidée, éventuellement avec un professionnel à côté. Et la dernière question, Emma, elle est pour vous, docteur Firob. Amélie, 42 ans, de Lille. Le week-end dernier, au mariage de ma belle-sœur, certains étaient particulièrement éméchés. Oh là là. Et je me suis demandé à partir de quel moment il fallait appeler les secours. Vous, ça arrive souvent de voir... Moi, je suis éméché tous les jours. Non, c'est pas ce que je veux dire. De voir des patients aux urgences qui sont en état d'ivresse, c'est tous les jours que vous en avez. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Alors, c'est tous les jours pour plus une raison sociale d'agressivité, de mauvais comportements sur la voie publique qui sont amenés aux urgences soit par les pompiers, soit par les forces de police. Et ceux-là, à part les calmer, les mettre dans un coin, attendre qu'ils dégrisent et faire en sorte qu'ils redeviennent socialement normaux, finalement pas très inquiétants. Ceux qui sont très inquiétants, c'est ceux qui commencent à avoir des troubles de la conscience, qui commencent à vraiment vomir et à risquer d'inhaler leur vomi. Et ça peut arriver. Alors ça arrive beaucoup chez les ados. Dans le cadre du binge drinking où ils font des fêtes et ils boivent jusqu'à ce qu'ils tombent. C'est nos limites là. Et c'est assez fréquent que les ados arrivent aux urgences avec les pompiers dans le coma et où on soit obligé de les intuber pour éviter justement qu'ils se vomissent dans les bronches et qu'ils meurent étouffés. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est dès qu'il commence à y avoir des troubles de la conscience, ou alors s'il est insupportable et qu'il commence à taper sur tout le monde, oui, là, il faut commencer à faire quelque chose, mais il faut appeler les secours, ouais. Est-ce qu'il y a une grosse mortalité, je ne parle pas des accidents liés à l'alcool, mais de l'alcool lui-même, de la consommation excessive d'alcool? Est-ce qu'on peut effectivement mourir lié parce que quelqu'un a trop consommé d'alcool? On peut mourir d'avoir trop consommé d'alcool. Est-ce qu'il y a une grosse mortalité? Non. Il y a une mortalité, mais pas énorme. Peut-être pas une mortalité immédiate, mais après, c'est les conséquences. Voilà, c'est ça, c'est les conséquences de l'alcool sur les accidents de la route et puis toutes les autres pathologies. pathologies. La toxicité de l'alcool. Voilà, c'est pas une mais question c'est pas de dose toxicité. dépendant. C'est-à-dire que c'est pas où est-ce que c'est directement où est-ce qu'il y a des patients qui peuvent arrivent en coma ou etc. Plus tu picoles tous les jours, et plus ta tolérance à ton alcoolémie est élevée en fait. Donc le mieux, c'est de ne pas picoler du tout, en fait. Le mieux, c'est de ne pas picoler du tout. Mais ou de picoler tout le temps. Ah non. L'alcoolique chronique qui arrive avec 4 grammes ou 5 grammes ou 6 grammes aux urgences, ça arrive souvent.
Et ils tiennent debout. Hein. Ce qui veut dire qu'en fait, ils sont jamais indemnes. L'alcoolémie est jamais Ils nulle. sont jamais nuls. Ok. Ouais. Ils sont pas bien à partir d'un seuil bas, mais elle est jamais nulle. D'accord. Puis après, c'est Et un cercle vicieux et c'est sans fin. C'est Donc, désocialisant. soyez et prudents d'autres- et consommez avec modération. Après, Vraiment, vraiment, vraiment. La toxicité chronique de l'alcool tue beaucoup de gens, Oui. mais c'est pas la toxicité aiguë, quoi. C'est ça. Merci à vous quatre pour votre participation à cette émission. Revenez quand vous voulez. Et si vous avez complètement adoré cette émission, eh ben vous pouvez la regarder hein, tous les jours. Vous faites comme ma mère qui admire le docteur Deblic, hein, vraiment. Et vous autres, hein, bien sûr, rassurez-vous. Mais tous les jours à 18h, rendez-vous. D'ici là, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions à maquestion@lasantésurtout.com. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, la santé surtout.